reste, en dehors du problème démographique dont on a parlé, du contexte général, géographique, qui ont été évoqués donc par Cécile, pourquoi ce collège audiovisuel a été conçu, et par qui surtout. À l'origine, il y avait ce qu'on appelait la radio-télévision scolaire. Alors, certains, les plus anciens d'entre nous, connaissent la radio-télévision scolaire puisqu'elle animait les matinées et les après-midi de la télévision, à l'époque de l'ORTF. Ça commence à dater. Il n'y avait pas des émissions en continu, et par moments il y avait des décrochages où on cédait la place à la radio-télévision scolaire, qui n'avait rien à voir avec l'ORTF. D'ailleurs, c'était il fallait monnayer l'accès à la télévision et à l'ORTF. Donc cette radio-télévision scolaire, c'était une des hypothèses pour améliorer l'enseignement dans les années 60 et pour essayer de combler le manque d'enseignants, puisque comme il y avait une explosion démographique, eh bien il fallait recruter des enseignants, et c'était pas évident, et il fallait quand même les former, il fallait qu'ils passent des concours, etc. Et donc ça prenait un certain temps. Donc on avait un déficit d'enseignants, en particulier en mathématiques, où là c'était absolument catastrophique, mais dans toutes les matières, il y avait déficit d'enseignants. Donc une des hypothèses, qui n'était pas totalement absurde, c'était que la radio-télévision scolaire pourrait s'adresser à un public suffisamment large d'élèves, et que les enseignants en plus petit nombre pourraient encadrer ces émissions et faire commenter ces émissions par les élèves, et comme ça on apprendrait en utilisant l'image. Donc cette radio-télévision scolaire, à partir de 1963, va bénéficier de gros investissements de l'État pour faire en sorte que les émissions soient de plus en plus nombreuses dans toutes les matières concernées, également des émissions à l'intention des enseignants pour faire de la formation continue, etc., etc. Et donc, pour cela, évidemment, il faut de gros financements, il faut des locaux. Les locaux sont à Montrouge, on n'en a pas parlé, mais il y a les possibilités d'aller de Montrouge à Marly relativement facilement en passant par l'autoroute. Et donc, elle bénéficie également de moyens que vous pouvez voir. Elle a sa propre revue, bulletin de la radio-télévision scolaire, que vous pouvez consulter sans problème maintenant sur Gallica, donc la bibliothèque en ligne de la BNF, et on voit émerger comme ça des projets multiples. Alors, ce dont je parle là, c'est du circuit ouvert de télévision scolaire. Ça veut dire qu'on émet depuis un émetteur, en fait c'est la Tour Eiffel pour la région parisienne, et on arrose toute la région parisienne. Et donc, ensuite, il faut idéalement que les collèges réceptionnent les images en question, et puis il faut idéalement que les horaires de diffusion des émissions coïncident avec les horaires d'emploi du temps des collèges en question, ce qui pose des problèmes parce que les collèges ne possèdent pas de magnétoscope, ce qu'on va appeler les magnétoscopes, qui permettent d'enregistrer les émissions et de les stocker. Conséquence de tout ça, une autre idée germe, c'est plutôt que de faire on va garder évidemment le circuit ouvert, mais on va faire des circuits fermés. Alors les circuits fermés, c'est autre chose, c'est du câble. C'est du câble, ce qu'on appelle le câble coaxial. Ça commence à apparaître en France à peu près à cette époque-là. Ça existe déjà aux États-Unis et en Angleterre. Et donc, on va câbler l'établissement. Donc, vous imaginez les travaux au niveau des fondations qu'on a dû faire avant de construire la structure que vous avez vue. Et ça va permettre de distribuer l'information audiovisuelle dans toutes les classes à partir du studio qui va être le lieu de départ de toutes ces émissions. Alors, je vais vous expliquer ça plus précisément en vous montrant des images. Donc, nous sommes dans le cadre de la radio-télévision scolaire, on le comprend bien, et quand on regarde un certain nombre de projets, on a retrouvé un grand nombre sur les débuts de cette école. On voit bien que l'intitulé, c'est donc un organisme très important qui s'appelle Canopé maintenant, le Centre national de la documentation pédagogique, voilà, ça a changé de nom assez régulièrement. Donc c'est l'Institut pédagogique national qui était rue d'Ulm à l'époque, et la radio-télévision scolaire qui était plutôt implantée à Montrouge, qui pilote
l'expérience. Et elle pilote l'expérience au sein d'une de ces divisions, qui est citée tout en bas, la division des applications expérimentales des moyens audiovisuels. Donc c'est cette structure dans laquelle il y a 5, 6 personnes, pas plus, qui va faire émerger les projets. Il n'y en aura pas beaucoup, une dizaine à peu près en France, de circuits fermés. À l'origine, il y a évidemment le patron de la radio-télévision scolaire, donc Henri Dieuzel, personnage très important, qui est allé aux États-Unis, qui est passé par le fameux CAV, Centre audiovisuel de Saint-Cloud, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est lui qui pilote tout ça, c'est le grand esprit qui plane sur tous les projets liés à la radio-télévision scolaire. Et le patron de la division des applications expérimentales et des moyens audiovisuels, c'est Étienne Brunswick. Étienne Brunswick qui va piloter en pratique l'expérience de Marly, en étant présent en tout début, un peu plus à distance au fur et à mesure que le temps va passer, et puis à un moment donné, je vous expliquerai qu'il va partir comme Dieuzel, et ça va expliquer aussi beaucoup de choses dans le changement de l'expérimentation. Alors, il y a un troisième nom, je ne pense pas qu'il soit dans la salle, donc c'est Guy Berger, qui était à l'époque un universitaire, assistant donc au laboratoire de psychologie de l'enfant à la Sorbonne, et qui va être le premier chercheur à travailler sur l'expérience de Marly. Il nous a confié beaucoup de documents qui nous ont permis de comprendre l'ébauche du projet et son évolution. Alors, il faut un principal, évidemment, pour un collège, et le premier principal, c'est celui que vous voyez qui est en train d'applaudir avec des lunettes noires, c'est Jean Voitier. C'est le premier principal du collège Louis Lumière. Jean Voitier, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la trace, on a cherché un petit peu partout, mais bon, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Il est décédé, très certainement en tout cas. Jean Voitier a produit des émissions pour la radio-télévision scolaire, en circuit ouvert. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien de quoi il s'agit, l'audiovisuel en général, et donc il arrive en tant que principal, mais tout en ayant une formation relativement mince pour l'encadrement d'un collège, par ailleurs. Donc ça va poser un petit peu un certain nombre de problèmes, d'où le rôle très important de son adjoint, qui deviendra principal après lui, donc à partir de 1970-71. Et donc, c'est Pierre Fabre que vous voyez à côté, donc qui est au milieu, comme ça. Et donc ça, c'est une photo qui nous a été confiée par Philippe Fabre, qui est son fils et qui est présent dans la salle. Et on voit où ça a été pris. Ça a été pris dans le collège, devant les fameux rouleaux cinétiques, à l'occasion probablement d'une petite réception. Et donc, l'expérience telle qu'on l'a analysée en essayant de retrouver des éléments un peu disparates au départ, c'est eux deux. Hein. Puisque ensuite viendra, on en parlera, Hélène de Gisors, qui aura une fonction expérimentale également, hein, qui est relatée dans l'ouvrage. Vous connaissez bien maintenant le bâtiment principal et tout autour les trèfles. Mais le studio se trouve donc ici. Et ce que vous voyez, c'était un tableau qui se trouvait probablement au niveau de la régie, qui permettait de signaler où on envoyait les signaux, hein, les émissions à proprement parler, et donc chaque classe avait une petite lumière qui s'allumait quand on émettait en direction de cette classe. On aurait pu vous le représenter en couleur, on doit l'avoir en couleur, je ne sais pas pourquoi c'est en noir et blanc, désolé. Et donc il faut imaginer que tout part du studio et rayonne ensuite dans les trèfles en question. Alors, le studio, le voici. Alors, le plan, il est aux archives municipales. Il a été heureusement conservé. Alors, c'est en pente, rassurez-vous, le studio n'était pas en pente comme ça, mais le dessinateur, visiblement, penchait un peu au moment où il a dessiné ce plan. Et donc, vous voyez la structure telle qu'on vous l'a représentée tout à l'heure. Donc, une structure en rez-de-chaussée plus un étage. Hein. On va voir qu'à l'étage se trouvait en particulier l'atelier où se travaillaient les décorateurs. Et donc on voit l'intérieur, etc. On va voir tout ça plus précisément. Alors ça, pour ceux qui ont été
élèves et enseignants, c'est la mire, la fameuse mire, vous avez la mire, voilà, la formule est devenue visiblement emblématique, qui permettait de faire le point, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, il fallait faire le point pour voir ce qui se passait à la télévision. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire le point, où ça marche ou ça marche pas. Donc, donc il y avait une mire propre, et il y avait donc la régie. Donc cette photo permet de voir qu'on a affaire à un studio qui est bien équipé, qui est vraiment bien équipé. On remarque une table de mixage, comme on l'utilise à l'ORTF à l'époque, qui permet de faire du montage en direct, puisqu'il s'agit de montage en direct en pratique. Donc vous avez un assistant réalisateur, tout le monde sera assistant réalisateur, si j'ai bien compris les intitulés, un assistant réalisateur qui monte en fonction des sources qui arrivent. Donc vous voyez plusieurs postes de télévision, donc il y en a 8, voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a 6, c'est ça, 8 9. Donc il y en a 7 qui correspondent à des caméras ou à des télélecteurs ou à différentes sources qui sont internes au studio. Et il y en a 2 qui sont éteints, et les 2 qui sont éteints correspondent aux 2 chaînes de l'ORTF, puisqu'on pouvait recevoir les émissions de l'ORTF, donc la première chaîne, on l'appelait comme ça, et la deuxième chaîne. Je crois même qu'on a dit seconde, parce qu'on n'envisageait pas une troisième. Donc vous avez la table, vous avez également de l'appareil, des appareils pour sonoriser, donc probablement des Revox ou quelque chose dans ce appareil à bande, et on voit en contrebas, donc 70 cm, on a vu ça dans les plans, un opérateur avec sa caméra. C'est une caméra très probablement CSF qui deviendra Thomson ultérieurement, donc c'est du matériel pro, à proprement parler, et on voit un peu l'équipement qui permettait de faire les émissions. Le centre névralgique du studio, il est tout au fond, c'est cette armoire avec des petites lumières un petit peu partout. On sent que tout part de là pour aller rayonner ensuite dans l'établissement. Alors une émission type de Marly, il y en a eu beaucoup,